Échange à la primature entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et une délégation de la société civile sénégalaise conduite par Pierre Sané, ancien secrétaire général de l'UNESCO. Cette délégation est venue apporter son soutien au peuple malien et exprimer sa solidarité aux autorités de la transition. Le projet de loi sur la police territoriale n'est plus d'actualité. Il vient d'être retiré par le gouvernement. Déclaration faite par le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement. Les détails dans un instant. Fin de la conférence internationale pour la paix à Nouakchott en Mauritanie. Les participants ont convenu de mettre l'accent sur le mécanisme de gestion de paix basé sur la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a reçu en audience une délégation de la société civile sénégalaise. La délégation était conduite par Pierre Sané, président Imagine Africa, ancien secrétaire général de l'UNESCO. Cette délégation est venue soutenir le peuple malien et exprimer sa solidarité aux autorités de la transition. C'était en présence des membres du gouvernement. Garibou Pérou. Ils sont politiques universitaires, défenseurs des droits de l'homme, venus écouter, comprendre et savoir davantage les attentes des Maliens. Cette première mission de la société civile sénégalaise intervient à la suite de sa mobilisation populaire organisée à Dakar en janvier dernier en soutien au peuple malien et à la transition. Ce qui a motivé la mobilisation des Sénégalais, si le Mali tombe, notre sortie de la zone de nuisance française sera remise au calendrier grec. Par contre, si le Mali réussit dans son pari de changer le rapport de force avec la puissance coloniale, ce sera une ouverture pour tous nos pays. Le Mali et les Maliens ont le droit de décider ce qui est bon pour eux, de décider avec quels partenaires entretenir des relations, de mettre fin éventuellement à des relations antérieures quand ils le souhaitent et quand ils le veulent, sans en avoir à en rendre compte à qui que ce soit. Nous, en tant que Sénégalais, en tant que frères jumeaux, nous ne sommes pas des pays frères, nous sommes des jumeaux. Et entre un jumeau et un frère, il y a quand même une différence. Voilà. Donc, vraiment, vivement que la paix revient dans les plus brefs délais au Mali. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, récemment, vous adressant à la classe politique française, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus affaire aux leaders politiques auxquels ils avaient affaire dans le passé, ici en tout cas au Mali. Ça, je crois que c'est un tournant très très important. Si la France le comprend, ce sera tant mieux pour elle. Si elle ne le comprend pas, ce sera tant pis pour elle. Elle perdra énormément en Afrique et sur une longue période. Moi, je vous fais confiance. Le Premier ministre, après avoir remercié la délégation pour son acte de solidarité, a fait le développement des points qui opposent notre pays aux instances sous-régionales et à certains partenaires. Nous avons dit simplement à tout le monde, tous ceux qui veulent travailler contre notre pays, déstabiliser le gouvernement, nous ne pouvons pas les tolérer sur notre territoire. Nous avons été très clairs avec tout le monde. La CEDEAO veut ramener la transition aux élections. Nous avons dit de faire attention. Si ce n'était que les élections, depuis 30 ans, le Mali organise des élections. Pourtant, on a eu combien de coups d'État, combien d'insurrections, donc ça veut dire que l'élection n'est pas la solution. L'élection est une condition de la démocratie, nécessaire mais n'est pas suffisante. Vous savez, la CEDEAO, tellement les gens ne respectent pas les règles. Quand il y a eu le changement de régime le 18 août, à 7h38, à 10h déjà, le président de la commission de la CEDEAO fait un communiqué pour suspendre le Mali. Mais ce n'est pas le rôle d'un président de commission. C'est le rôle de la conférence des chefs d'État. On utilise la Banque centrale. Le traité de la Banque centrale, l'article 4, interdit expressement à tout gouvernement, à toute institution de donner des ordres à la Banque centrale de notre État. Et deuxièmement, quand le 10 juin, sans nous aviser, le président français dit qu'ils arrêtent les opérations militaires entre eux et le Mali. Nous avons décidé de discuter à notre rythme, mais on n'arrête pas les opérations militaires.
Est-ce que ça suffit pour rompre un accord de défense que vous avez avec nous? Parce que la vérité, c'est qu'on a nommé le 7e Premier ministre contre lequel il était. Ils ont poussé le chef d'État de la CEDEAO, au sommet de la CEDEAO, à dire qu'ils ne veulent pas de ce Premier ministre. Le président leur a dit non, ce n'est pas nous, les militaires qui l'avons choisi, c'est les Maliens. 3 jours après, ils suspendent les opérations. Dans l'opération que le président va paniquer, il va venir se mettre à genoux et ils vont poser comme condition changer de gouvernement. Le président n'a même pas écouté. Et c'est à partir de ce moment que nous avons décidé de remettre en cause cet accord. Parce qu'il ne sert à rien. Parce que si une partie peut se lever et la déchirer, ça sert à quoi? Donc nous leur avons dit, le président leur a dit que cet accord va être réélu. Ce qui n'arrange pas la France, on enlève là-dedans. Ce qui n'arrange pas le Mali, on l'enlève. On garde ce qui nous convient, nous deux. Nous avons relu l'accord et on leur a envoyé depuis des mois. Ils l'ont mis dans le tiroir en attendant de faire tomber le régime. Auteur de plusieurs ouvrages, le Premier ministre plonge ses hôtes dans la recherche pour mieux déjouer les pièges de certains malins. Parmi les hommes politiques, là, moi j'analyse, j'ai lis, j'écris. Il y a une brochure que je vais vous donner. Vous voyez une citation de Pierre Mesmer là-bas. Au lendemain des indépendances, j'ai ses mémoires. Il dit qu'au lendemain des indépendances, ils ont pris soin de mettre à la tête des États ceux qui demandaient l'indépendance avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui exigeait l'indépendance avec intransigeance. Quand Serval s'est transformé en Barkhane, comme je l'ai dit, à l'insu du peuple malien, le commandant de Barkhane a fait le tour des troupes ici. Arrivé à Faya-Largeau, la grande base, il a fait le tour. Voici ce qu'il a dit aux soldats. Il dit, nous étions venus ici à 100 ans. On est reparti à 60 ans. On est revenu maintenant pour 100 ans. C'est le journaliste Laurent Larcher qui l'accompagne, qui l'a mis. Comme j'ai lu tout sur ça, je l'ai mis dans mon livre. C'est ça le fond. Tout le reste là, c'est la poudre aux yeux des Africains. La profondeur de la crise malienne étant passée en revue, la délégation imprégnée répare avec la ferme conviction que la souveraineté du Mali n'est pas à marchander. Le gouvernement de la transition décide de retirer le projet de loi sur la police territoriale, un projet de loi adopté en Conseil des ministres le 25 mars 2020. Les autorités de la transition l'avaient introduit pour examen par le CNT à travers sa convocation en session extraordinaire le 4 février 2022 en vue de l'application de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, l'État étant une continuité. Le gouvernement dit œuvrer au bien-être des populations et rassure les Maliens que la transition ne soutient aucun projet qui participe à la partition de notre patrie. Pour plus de précision, Sira Bachili s'est entretenu avec le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Suivant. Ce ne sont pas les autorités de la transition qui sont à l'initiative du projet de loi sur la police territoriale. Et toutefois, nous comprenons également qu'il s'agit d'une initiative qui s'inscrit en droite ligne de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je pense qu'il est très important de le rappeler. Toutefois, l'État étant une continuité, vous savez, les autorités de la transition, le gouvernement et les CNT ne pouvaient faire l'impasse sur ce projet de loi à partir du moment où il a été adopté en Conseil des ministres. Et pour les autorités de la transition, le souci de cette prise en compte et d'assurer la continuité de l'État est bien réel. Alors, Monsieur le ministre, la police territoriale, une matière de la décentralisation, les Maliens se posent beaucoup de questions aujourd'hui par rapport à son utilité pour le cas précis du Mali. Pouvez-vous nous dire l'utilité de la police territoriale pour le Mali aujourd'hui? Renforcer la lutte contre l'insécurité en créant un dispositif sécuritaire sous la tutelle des autorités décentralisées. Cette police a pour mission de prévenir et de maintenir l'ordre public, la salubrité, l'hygiène publique. Nous comprenons les inquiétudes des populations maliennes. Le fait d'avoir des observations sur un projet de texte n'empêche nullement son examen par l'organe législatif. Dans notre cas, c'est le Conseil national de transition. Pour plus de sérénité, le gouvernement a décidé de retirer, à travers l'adoption des nouveaux décrets,
le projet de loi sur la police territoriale, en tout cas des textes qui doivent être examinés par le CNT durant cette session extraordinaire. Il y a beaucoup d'informations qui fusent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur cette question de police territoriale. Quel appel avez-vous à lancer à ces Maliens qui s'inquiètent pour les rassurer davantage? Je voudrais juste dire qu'il est très important que nous fassions la promotion, disons, de la tranquillité. Les autorités de la transition n'ont aucune intention de s'associer à une quelconque action de partition de notre patrie. Je pense que c'est pour justement apaiser les esprits que le gouvernement a décidé de retirer le projet de loi sur la police territoriale. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire que le seul objectif du gouvernement, des autorités de la transition, est d'assurer la sécurité des Maliens en les mettant à l'abri des besoins et de la peur. Jugez-en vous-même les résultats spectaculaires engrangés dans la lutte contre le terrorisme. On peut également mentionner l'amélioration des conditions de vie des populations maliennes. Donc j'invite certains leaders d'opinion et certains médias, avant de diffuser des informations, à prendre plus de précautions. Vous savez, la désinformation, la propagation de fausses informations ou l'intoxication, malheureusement, nuisent, vous savez, à cette sérénité et cette tranquillité publique. Je tiens à indiquer que toutes les structures gouvernementales sont à leur disposition pour leur fournir des informations crédibles sur toutes les questions d'intérêt national. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu cet après-midi les membres du réseau des communicateurs traditionnels Recotrad. Ils étaient porteurs d'un message de paix et de cohésion. Écoutons Amadou Ndagamaïssa, vice-président du Recotrad. Il est au micro de Boubacar Kanouté. Le Conseil économique et social a été mis en place. Le réseau des communicateurs traditionnels a souhaité venir d'abord les féliciter, les encourager, les amener le soutien de tous les Nyamakala du Mali. Mais surtout, nous avons vu le thème sur lequel ils ont ouvert leur session, la sécurité, et une session de refondation sur les réformes politiques et institutionnelles, pour ne pas dire sur le souci aujourd'hui de tous les Maliens que nous ayons des réformes qui amènent la paix, le vivre ensemble et qui est la sécurité. Et surtout que chacun d'entre nous voit maintenant la montée en puissance des forces armées et de sécurité. C'est pourquoi nous sommes venus voir le président du Conseil économique et social pour lui dire que le réseau des communicateurs traditionnels du Mali dans tout le pays, nous apportons notre soutien au Conseil économique et social, à la transition, au président de la transition, au gouvernement. Et cette sensibilisation, nous allons le faire partout pour que la paix vienne et dire à nos forces armées et de sécurité, leur montée en puissance est en train de donner de l'espoir à tous les Maliens. Nous les faisons des bénédictions, nous les soutenons parce que c'est notre rôle. Les participants à la conférence internationale pour la paix en Afrique ont mis l'accent sur les mécanismes de gestion de paix basés sur la parole de Dieu. C'est ainsi qu'après 3 jours de travaux dans la capitale mauritanienne, la conférence a formulé des résolutions. Alucine Touré et Taïb Adjaouia-Ekoui sont nos envoyés spéciaux. Pas de doute, la paix est un comportement. Elle doit se refléter dans tous nos actes du quotidien. Selon les savants de l'islam réunis pour la circonstance, la paix est la pierre angulaire de notre religion. Aussi doit-elle être préservée pour donner une chance au progrès. Le Mali a fait sienne cette philosophie, d'où la forte représentation du pays à ce forum pour demander davantage l'assistance de la communauté internationale. Je voudrais tout d'abord transmettre les salutations et les remerciements sincères de son Excellence, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à son frère, son Excellence, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de la Mauritanie, pour le soutien constant et sincère apporté au Mali pendant cette période très difficile que notre pays traverse. C'est pendant les moments les plus difficiles qu'on reconnaît ses amis. Bien entendu, le Mali espère continuer
à bénéficier de ce soutien extrêmement important, voire vital, afin de pouvoir dépasser ce cap très difficile de son existence en tant qu'État. Qu'on ne se trompe pas, le Mali joue aujourd'hui son existence en tant qu'État souverain, soucieux du bien-être, de la dignité et de la sécurité de sa population et préoccupé par sa diversité culturelle et sociale. Les résolutions de ce forum doivent faire l'objet d'une forte vulgarisation afin d'amener nos populations à se saisir du sujet. Quand il n'y a pas la paix, on ne peut pas avoir le développement. Et la paix, ça se construit, ça se donne. C'est une compréhension. Si je peux résumer, les recommandations, c'est pour multiplier des rencontres pour travailler et les cœurs et les consciences pour instaurer la paix. L'événement qui s'achève sur des notes d'espoir a enregistré la participation d'une quarantaine de pays, tous représentés par leurs oulémas, associations de jeunes ou de femmes, tous fortement impliqués dans les initiatives de paix dans leurs pays respectifs. On a fait la première édition en 2020, mais actuellement nous sommes à la deuxième. Espérons qu'Inch'Allah on aura la troisième et la quatrième. On va essayer d'améliorer. Certainement il y a des manquements, mais je crois qu'en général c'est bon. Mais le véritable maître d'œuvre de cette entreprise est le cheikh Abdallah bin Bayan, véritable apôtre de la paix qui entretient depuis un certain temps cette heureuse initiative de la Fondation Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Les différentes opérations ont connu des succès notables. Déclaration du chef d'état-major général des armées en visite de terrain dans la 8e région militaire. Le général de division, Oumar Diarra, en a profité pour rassurer les populations quant à l'engagement des femmes à jouer pleinement leur rôle de sécurisation du pays. Khalifa Naman Traoré. Les opérations Soutoura, Tourbillon Vert, surtout Keletiki, ont donné des résultats plus que satisfaisants dans la 8e région militaire. Constat du premier chef des opérations du Mali lors de sa visite de terrain. Nous avons profité pour évaluer le dispositif de l'opération Soutra et le dispositif de l'opération Tourbillon Vert, qui est une opération tripartite qui avait été planifiée entre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dite opération qui a été gelée suite à la situation au Burkina et aux mesures de fermeture des frontières. Quand les moyens sont là, les hommes travaillent bien et c'est ce que nous sommes en train de prouver sur le terrain. Le Mali, pays d'obstinalité et de paix, n'a jamais agressé, mais tient seulement à sa souveraineté, à sa stabilité et à sa sécurité. Le pays enclavé a toujours œuvré pour l'intégration africaine. La crise imposée, qui n'a que trop duré, oblige les responsables et la hiérarchie militaire à sauvegarder l'intégrité du territoire. L'autre message que j'ai donné, c'est d'être très vigilant le long de la frontière, vraiment pour que les populations puissent vraiment vaguer librement à leurs occupations. Au vestibule du chef de village, vous avez vu vraiment la joie vraiment qui se lisait sur le visage de nos vieilles personnes, le chef de village et ses conseillers. Ils étaient très contents, vraiment ils se sont sentis vraiment maliens et vraiment considérés par les hautes autorités. Les autorités administratives, coutumières et la population de Koutiala, Karangana, Tandjo, Zegwa et Sikasso ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne les résultats récents des différentes opérations. Nous le disons sans démagogie, les preuves sont là sur le terrain. Et nous l'attestons ce soir en votre présence parce que nous enregistrons des réactions des populations à longueur de journée. Et pour vous dire que nous sommes attentifs à tout ça et que les populations suivent avec beaucoup d'intérêt. Le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées, a rassuré la population en leur signifiant que la présence des militaires s'explique là par leur mission de protection des citoyens et que la hiérarchie répondra à leur appel sans équivoque en tout temps et en tout lieu. Il y a beaucoup de populations qui ont souffert du terrorisme, des terroristes qui les récupèrent de la zakat, qui ont été stockés par-ci par-là. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, les moyens de renseignement, nous permettent vraiment de localiser avec l'appui de la population tous ces différents zakats. Je puis déjà vous rassurer que dans la zone de Nyono, aujourd'hui, l'armée a récupéré plus d'une 50aine de tonnes de petits milles et de riz
qui étaient stockés au niveau des entrepôts sous le contrôle des terroristes. Et ces vivres-là ont été ramenés dans des points sûrs et certainement seront gérés par la suite avec l'administration. La dynamique opérationnelle, a fait savoir le général Diarra, se poursuivra malgré les perturbations récentes qui frappent notre pays. Journée d'échange entre les forces armées de sécurité et les directeurs de publication autour du thème « La prise en compte de la stabilité de l'information militaire et sécuritaire dans la prévention de la cohésion sociale ». Cet atelier va permettre de briser le climat de méfiance entre les forces de défense et de sécurité et les médias. Cette session bénéficie de l'accompagnement du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité des CAF Mali. Drissa Kone. La lutte contre le terrorisme se gagne aussi sur le terrain de la communication. L'outil de défense nationale a bien compris cette logique et sort du silence. Ces journées d'échange entre le ministère en charge de la défense à travers la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA et les hommes de presse entrent dans ce cadre. Les médias étant les relais de l'information et de la communication puissent composer avec les forces armées maliennes pour véhiculer la bonne information sur les activités des FAMA, sur tout ce que les forces armées maliennes entreprennent de nos jours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la préservation de l'intégrité du territoire national. Vous conviendrez avec moi que les défis sont immenses et que seule une bonne et efficiente communication permettra d'éviter des amalgames et de déjouer les ruses de l'ennemi. Qui est mieux pour effectuer cette immense tâche si ce n'est les médias? La prise en charge de la sensibilité de l'information militaire et sécurité dans la prévention de la cohésion sociale et nationale est la thématique au cœur des échanges. DECAF reste engagé pour appuyer cette dynamique partenariale entre l'institution militaire et les médias autour des missions des forces de défense et de sécurité et les enjeux liés à la gouvernance du secteur de sécurité. L'armée et les médias, dans le contexte actuel de notre pays, doivent entretenir des relations si fortes et si étroites que l'une ne peut exister sans l'autre. qu'il ne peut y avoir promotion de la sécurité dans un espace public nourri par le travail des journalistes. Ces hommes des médias bien informés vont véhiculer des messages positifs afin d'augmenter l'estime de l'opinion publique nationale et internationale en faveur des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouverneur de la région de Sikasso en visite à l'intérieur de la région. Le chef de l'exécutif régional a visité certains sentiers financés par le budget spécial d'investissement à plus de 350 millions de francs CFA. Sekou Konaté. Première étape de cette visite de terrain, le chantier de la piste rurale qui relie les zones de production de Yatiali, Dougou-Kourani au marché agricole transfrontalier de Loulouni dans le stade de Kadjoulo. Longue de 17 km, cette piste est financée sur le budget spécial d'investissement exercice 2021 à hauteur de 320 millions de francs CFA est une aubaine pour les populations. Avec cette piste-là, Loulouni, Dougou-Kourani, ça va apporter de plus. Parce qu'il y avait beaucoup de ressources qui étaient là, donc qui pourrissaient. Il n'y avait pas vraiment de marché pour écouler. Or, nous avons vraiment un marché agricole, qui est le marché transfrontalier, qui est au niveau de Loulouni. À Koursandougou, deuxième étape dans le cercle de Sikasso, à quelques encablures de la ville, les travaux portent dans un premier temps sur une piste de traversée de la plaine d'une longueur d'1 kilomètre. Et 10 autres kilomètres, ils vont relier les plaines de cette zone de production de pommes de terre au marché de Médine Sikasso. Coût total, 40 millions de francs CFA. On a près de 300 000 hectares sur lesquels on a pu aménager 20%. Donc, ces 20% déjà aménagés, il faut les relier aux zones de commercialisation, aux zones de stockage. Donc, ces investissements démontrent vraiment leur importance. Elle va permettre de booster notre économie en facilitant l'écoulement de nos produits, notamment la pomme de terre. Et le visiteur du jour s'est dit satisfait de ce qu'il a vu de Loulouni à Koursandougou, malgré les quelques difficultés évoquées par les producteurs. On est à peu près à 90% de réalisation sur ce qui est prévu. Et la satisfaction aussi,
c'est un peu par rapport à l'engouement que j'ai vu. La mobilisation était telle et l'intérêt présenté par les populations, et j'ai tout senti et compris que la population, sinon les populations pour lesquelles nous sommes là, attendent beaucoup de l'État en termes de présence. Une visite de terrain qui rassure les populations par rapport à la poursuite des projets. Nous restons à l'intérieur du pays. La région de Douanzan, dotée d'un nouveau gouvernorat, l'infrastructure qui va permettre à l'administration générale d'accomplir sa mission est entièrement financée sur le budget national. Daouda Diakité. La nouvelle région de Douanzan dispose désormais d'un local sous contrat bail servant de résidence de l'exécutif et des bureaux pour le personnel. Le joyau qui vient d'être mis à la disposition des autorités permet à coup sûr de renforcer l'administration générale dans sa mission au service des populations. Notre maison commune, un bâtiment R+3 comportant une salle de réunion, 2 grands magasins, une douzaine de bureaux, une salle de réception, des toilettes, des terrasses couvertes, des annexes et j'en passe. L'occasion est opportune pour les élus et les légitimités traditionnelles de saluer les efforts des autorités de la transition malgré le contexte national difficile marqué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre notre pays. La réalisation de ces conditions de succès de l'action publique en faveur de nos laborieuses populations interpelle tous les acteurs que nous sommes, pouvoir public, autorités élues, notabilités coutumières et religieuses, société civile, forces de défense et de sécurité. J'ose croire que cet appel ne tombera pas dans l'oreille des sourds. Il convient de noter qu'en plus du siège du gouvernorat, la région de Douanzan a bénéficié d'autres appuis en matériel roulant, des mobiliers et des équipements entièrement financés sur le budget national. En quatrième région, l'Agence malienne pour le développement de l'électrification rurale à Madère a animé ce jeudi une conférence de presse. Elle vise à partager les défis et les efforts déployés par l'agence en matière d'électrification rurale et des projets en cours pour faciliter l'accès des Maliens à l'électricité. Kandesila. Pour cette 18e édition de Sigouar, Festival sur le Niger, la Madère, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie rurale, ne déroge pas à la règle en initiant cette conférence de presse. Conférence qui a permis aux responsables de discuter avec les hommes des médias sur les défis et les perspectives de l'agence, mais aussi sur ses grands projets. En termes de défis, la problématique demeure l'électrification d'une plus grande localité du pays. Sur une prévision de 18 000, seulement 500 localités ont bénéficié d'électricité. Qu'à cela ne tienne, l'agence entend développer des stratégies innovantes à court et long terme. Nous voudrons quand même faire usage de toutes ces technologies qui vont nous permettre, dans un bref délai, d'apporter de l'électricité aux 18 000 localités identifiées comme pouvant être électrifiées. Ce challenge, en fait, nous comptons le lever pour être en phase avec les objectifs de développement durable, c'est-à-dire à l'horizon 2030. Aussi, l'une des missions de l'agence demeure la promotion des équipements économes d'énergie. Et c'est pour cela la Madère accompagne chaque année le festival sur le Niger. Et sur le marché, on rencontre beaucoup de lanternes qui ne sont pas de qualité. Vous les utilisez une fois, deux fois, c'est fini. Et ces lampes que vous voyez devant vous, c'est des lampes qui ont des garanties de 2 ans, 3 ans. Lampes qui permettent beaucoup de jouer sur votre facture énergétique. Notons qu'à ce jour, plusieurs projets d'électrification concernant 174 localités sont en cours. Des projets mis en œuvre avec plusieurs partenaires, dont l'Agence française de développement et la Banque mondiale. La Madère a tenu ce jeudi la 38e session ordinaire de son conseil d'administration. Le programme annuel des activités ainsi que le budget 2022 font partie des sujets abordés. Mamadou Fane.
L'Agence pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale AMADER multiplie ses efforts pour améliorer l'accès des populations rurales défavorisées à des services énergétiques de base pour booster la croissance. C'est ce qui ressort des travaux de la 38e session ordinaire de son conseil d'administration. Les administrateurs entendent accélérer l'utilisation de l'énergie domestique dans les zones rurales et périurbaines de manière à accroître la productivité des petites et moyennes entreprises. Pour ce qui concerne cette session, ça va nous permettre aujourd'hui de faire valider le concept nouveau d'électrification en milieu rural. C'était l'occasion aussi de faire l'historique du parcours déjà du plus grand projet qui est le projet Cher qui doit prendre fin en mars 2022. Avec un budget en hausse de plus de 5%, soit plus de 20 milliards de francs CFA en 2022, les indicateurs de performance s'annoncent prometteurs. Pour 2022, nous avons déjà une centaine de localités dans les pipes qui doivent être électrifiées. Mais aujourd'hui, le challenge va au-delà de cette centaine de localités. Et l'objectif de l'AMADER aujourd'hui, c'est vraiment d'initier ce programme qui va nous permettre d'ici 2030 à électrifier le maximum de ces localités par des technologies appropriées et par des techniques d'électrification qui ne vont pas passer seulement par l'extension du réseau, mais qui vont utiliser les moyens technologiques, notamment à travers les énergies renouvelables. L'année 2022 verra aussi l'AMADER enregistrer les activités du programme de mécanismes de développement propre d'électrification rurale, dont le financement est assuré par l'initiative Carbone pour le développement à travers la Banque mondiale. Environ 4 milliards de francs CFA, c'est le budget 2022 du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASEM. Le projet vient de tenir la 7e session de son comité de pilotage. Salima Tandao. Lancé il y a 3 ans de cela, le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PASEM, peine à exécuter son programme d'activité. De 13% de taux de décaissement en 2021, le projet compte aller à 44% cette année. Les membres du comité de pilotage sont réunis pour échanger sur les objectifs à atteindre en 2022. Nous allons d'abord travailler sur le secteur privé, et à travers par exemple le secteur de l'élevage. Nous devons faire tout pour faire l'exportation de la viande malienne. Il s'agit de moderniser l'abattoir de Sabalbougou, faire de telle sorte que les produits qui sortent répondent aux normes internationales. Mais on a vu que toutes ces activités doivent être faites dans un environnement sain. Et on a vu que généralement il y a trop de conflits au niveau du foncier, parce que même si tu veux installer des jeunes pour faire de l'embouche et consort, il y a un problème d'accès à la terre. Donc nous allons mettre en place le CIF, qui est le système d'information foncière. Nous allons mettre en place un laboratoire d'analyse de la qualité. Nous avons également des activités avec l'unité des partenaires publics et privés. Le ministère en charge de l'économie et des finances souligne que pour atteindre ces objectifs, certaines conditions doivent être réunies. Notamment la tenue de l'évaluation à mi-parcours du projet par la BAD et la prorogation de la date actuelle de clôture du projet en vue d'aligner la durée des nouveaux contrats à engager à celle du projet. Le maintien de la dynamique actuelle de la BAD dans ses réactions aux dossiers soumis à ses avis de non-objection. La mobilisation des ressources de l'État pour la mise en œuvre de certaines activités du projet. Pour exécuter entièrement le projet, le Mali compte sur une prorogation de 2 ans par la Banque africaine de développement. Cela permettra de toucher un plus grand nombre de bénéficiaires. 75 millions de francs CFA, c'est le montant du budget prévisionnel 2022 de l'Agence de développement régional de Tombouctou. Cette somme sera injectée dans l'actualisation des schémas d'aménagement et l'élaboration des programmes de développement économique, social et culturel. Des informations issues du conseil d'administration 2022 de l'agence. Najim Baba Sissé. À cette 8e session du conseil d'administration de l'Agence de développement régional de Tombouctou, les administrateurs passent en revue les actions accomplies courant 2021 au profit des 58 collectivités territoriales de la région. Un exercice qui avait comme ordre du jour la présentation, l'amendement et l'adoption du rapport de performance 2021 et l'adoption du contrat annuel de performance 2022. Le budget de cette année 2022 s'élève à 473 millions contre 575 millions pour l'année 2021. Les
perspectives portent surtout essentiellement sur l'élaboration des programmes de développement économique, social et culturel que nous allons continuer pour boucler la génération 2021-2025 de l'ensemble des collectivités territoriales. Au cours de l'exercice écoulé, des exploits majeurs ont été faits par l'agence en termes de performance de mobilisation des ressources au niveau des collectivités. Le lancement du processus d'élaboration des programmes de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales de la région, l'animation du territoire dans les cercles, l'identification des potentiels fiscaux des collectivités territoriales, l'animation des ateliers de restitution des comptes administratifs des collectivités territoriales, l'animation des ateliers de dialogue entre élus, secteur privé, gouvernement et citoyens. Afin de maintenir la dynamique, les acteurs s'accordent pour sensibiliser les collectivités sur la régularité des paiements des cotisations qui ont une part essentielle dans le budget de l'agence. Pour y arriver, des stratégies sont définies. La contribution de l'État elle est importante dans le fonctionnement des agences de développement régional. Compter aussi sur la cotisation des collectivités territoriales et l'apport des partenaires techniques et financiers. L'Agence de développement régional de Tombouctou a été créée en 2015 et a pour mission d'appuyer les collectivités à réussir leur mission. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a également tenu la 3e session ordinaire de son conseil d'administration. Au menu, le bilan des activités de 2021 et l'adoption du programme d'activité ainsi que le budget de l'exercice 2022. Nouhoum Sissoko. Le bilan des activités de l'ANGMV, Agence nationale de la Grande Muraille Verte au titre de 2021, prend en compte les réalisations propres de l'agence et celles des structures intervenant sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Les actions ont porté entre autres sur la restauration, la récupération et la protection des terres, la conservation de la biodiversité, l'accès aux services sociaux de base, les activités génératrices de revenus. Les principaux résultats portent entre autres sur la mise en place du cadre politique de l'Alliance nationale de la Grande Muraille Verte par décret du Premier ministre, la restauration et la récupération de 305 875 hectares de terres dégradées, la production de 994 825 plants, la réalisation de 147 forages équipés dont 75 en panneaux solaires et 112 en pompes à motricité humaine, la distribution de 6 830 kits solaires individuels au niveau des ménages. Ces actions ont été réalisées avec les moyens de l'État et le concours de certains partenaires techniques et financiers. Pour l'année 2022, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte entend poursuivre les efforts dans la mobilisation des ressources humaines et financières, la réalisation des études de référence et de faisabilité de certains projets, le développement du partenariat par la mobilisation des acteurs autour de la Grande Muraille Verte et de nombreuses autres activités. La poursuite des actions de protection et de restauration pour la résilience des communautés et des écosystèmes, l'élaboration d'une stratégie globale de communication et l'intensification des actions de communication et de sensibilisation. La participation également aux événements majeurs sur l'environnement et le développement durable, le suivi et la capitalisation des acquis de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte est un programme panafricain lancé en 2007 par l'Union africaine. Ce programme concerne 11 États au sud du Sahara. Au Mali, il touche 8 régions, 24 cercles et 204 communes pour une population estimée à 4 millions d'habitants. Présentation de la phase 2 du projet Feed the Future ou Nourrir l'Afrique. Feed the Future est un accord de coopération quinquennal financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Il est exécuté par le consortium CARE et Amasa Afrique. Le détail de cette phase 2 avec Awama Kamara. La première phase du projet Feed the Future a concerné plus de 700 bénéficiaires directs, dont 48% des femmes et 36% des jeunes dont l'âge varie entre 15 à 36 ans. Feed the Future vise à réduire la faim, la pauvreté, la malnutrition et j'en passe. Après une première phase réussie, c'est parti donc pour la deuxième phase du programme pour une période de 5 ans. C'est une initiative du gouvernement américain pour soutenir ses partenaires. Nous savons que pendant les dernières années, d'être dans le secteur agricole, c'est de plus en plus difficile. Soit par le changement climatique. Les gens dans le secteur agricole, peut-être ils n'ont pas fait lycée, mais il y a une sagesse. Mais c'est une sagesse des générations.
Et quand la pluie n'arrive pas quand c'est prévu, quand il y a la sécheresse qui n'est pas prévue, il faut avoir la capacité de faire face à ces questions. La croissance économique inclusive et durable, la résilience accrue des populations et des systèmes sont entre autres les objectifs du projet. Il y a une partie, c'est pour les petits barrages qui peut aider les communautés. Il y a les questions techniques de comment mieux produire, mais aussi la question de comment les deux communautés, les éleveurs et les agriculteurs, peuvent travailler ensemble, peuvent vivre ensemble pour le bien-être des deux communautés. Ce programme ambitieux cadre bien avec le Plan national d'investissement agricole 2015-2025 du gouvernement du Mali. Il vient en appui aux objectifs de la politique de développement agricole de notre pays. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 80% de notre population qui vit dans le monde rural et c'est dans cette zone qu'il y a plus de pauvres et c'est dans cette zone qu'il y a plus d'insécurité. Donc ce programme permet de créer l'espoir chez les jeunes. On a besoin de renforcer la capacité des jeunes qui sont là-bas pour que l'on puisse continuer à pouvoir utiliser convenablement les techniques et les technologies agricoles. Le projet Feed the Future est le témoignage des bonnes relations qu'entretiennent le pays de l'oncle Sam et le Mali. In fine, favoriser le développement à travers l'autosuffisance alimentaire, un combat que mènent les autorités du Mali. Les patrons de presse sont à l'école pour renforcer leurs capacités en matière de santé, droits sexuels et reproductifs. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la présentation du projet Promouvoir l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs au Mali à travers les médias et les organisations de la société civile. Inaba. Cette journée d'échange avec les patrons de presse vise à outiller les journalistes à couvrir les questions relatives aux droits humains. Compte tenu des pesanteurs sociaux, la question étant très complexe, donc les organisateurs veulent trouver des stratégies pour sensibiliser la population sur la santé sexuelle et reproductive. La rencontre de ce matin permet déjà de mobiliser les patrons de presse qui sont des décideurs dans leurs médias afin ensemble de réfléchir sur comment est-ce que dans le cadre du Mali, nous pouvons faire avancer tout ce qui concerne les questions de santé et de droits sexuels et reproductifs pour l'amélioration des conditions des femmes et des filles. La rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promouvoir l'accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs au Mali, un projet financé par le Fonds de transformation et d'innovation FIT. Nous avons jugé nécessaire, et nous, en tant que spécialistes dans le domaine, de renforcer la capacité des journalistes à communiquer de façon efficace sur les thématiques et aussi impliquer le gouvernement, les décideurs, les acteurs clés dans le processus pour améliorer la communication de façon générale sur la santé de la reproduction. Le rôle du journaliste réside à ce niveau-là. Comment parler d'un sujet tabou sans bousculer les gens dans leurs convictions? Comment rendre le sujet sans heurter les gens, mais simplement leur permettant de comprendre les enjeux, à leur permettant de savoir comment se prémunir. Partons à Nioro du Sahel pour parler de la 36e édition de la Ziara des descendants de El Hadji Omar Tall. Démarré le 7 février dernier, les centaines de fidèles musulmans venus de tous les coins du Mali et des pays voisins multiplient les prières et font des bénédictions pour le Mali. La cérémonie d'ouverture était présidée par le gouverneur de la région, le colonel-major Ali Anaji. Moussa Diakité. Cette 36e édition est la 15e organisée par le calife Amadou Hadi Tall, ses frères et fils après le rappel à Dieu en 2007 de leur père initiateur Thierno Hadi Tall. Ils étaient plusieurs centaines de fidèles musulmans venus de tous les coins du Mali et des pays voisins à être présents à l'ouverture. Pendant une semaine, les participants sous la houlette du calife multiplieront des séances de lecture du Coran, organiseront des prêches avec des thématiques porteuses et feront des bénédictions pour que le Mali puisse sortir de la situation actuelle. C'est une occasion pour les musulmans de partager ensemble les problèmes de la nation de Nioro et même de la nation. Et faire des bénédictions aussi pour la ville de Nioro, pour le secte de Nioro et pour tout le Mali. C'est une retrouvaille autour du califat. C'est l'occasion pour tous les fidèles de la Ziara al-Omariya de se retrouver
en cette période, demander à l'ensemble de faire des bénédictions pour le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui est en train d'œuvrer nuit et jour pour le bonheur du Mali. L'édition 2022 est couplée à l'anniversaire des 100 ans de Thierno Adital. Après la fatia de Ousmane Khan, imam de la mosquée Tal, et celle de Madjassa Diakité de la grande mosquée de Vendredi, c'est donc parti pour l'édition 2022 de la Ziara El Oumarienne à Nioro. Point Covid du jour. Les services de santé ont enregistré 15 nouveaux cas positifs sur 993 tests réalisés. 24 patients guéris, 0 décès. À ce jour, 2157 patients sont sous traitement. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.